Bonjour à tous, merci Karine, merci de votre présence aussi aujourd'hui. Jacques-Alexandre et moi, on est très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les quelques éléments là, de notre modèle d'insertion sociale et professionnelle pour l'insertion des travailleurs autochtones. Donc, on a certainement dû faire quelques choix là, pour le contenu de la présentation, mais comme Karine vous l'a dit, c'est disponible dans un livre. On va vous en parler à la fin de notre conférence. Déjà, on mentionne là, en commençant que tout ce travail-là qu'on a fait, nos réflexions aussi pendant toute la démarche de création du modèle, bien, ils s'inscrivent dans un esprit de compréhension, surtout des personnes et des milieux, mais dans un esprit d'adaptation réciproque, mais aussi d'enrichissement mutuel, je dirais, parce qu'on a autant à apprendre de ces travailleurs-là qu'eux ont à apprendre de nous. Donc, avant de commencer aussi, je trouve ça important de vous dire que le modèle n'est pas une généralisation de toutes les situations, hein, parce qu'il n'y a pas une seule culture autochtone, il y a des cultures autochtones et il y a surtout des individus devant nous. Donc, c'est des cultures qui sont diverses, puis je vous dirais qu'il faut toujours s'adapter à cette réalité-là unique de chacun des travailleurs. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les personnes et à toutes les situations. Je vous dirais que le conseil, c'est de choisir en fait ce qui vous convient. Donc, selon votre organisation, selon vos besoins, selon les besoins des travailleurs, selon vos ressources aussi et les moyens dont on dispose. Aujourd'hui, donc, moi, je vais vous présenter trois parties du modèle et Alexandre va vous présenter la partie qui concerne davantage la formation. Déjà, d'entrée de jeu, le contexte est celui où nos destinataires, hein, le livre ou le modèle s'adresse particulièrement à des gestionnaires qui ont inséré des personnes autochtones dans leur organisation. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Je pense que tout le monde est concerné là, par l'insertion. Puis par extension, je vous dirais aussi que le service des ressources humaines, quand on en a un, parce qu'il y a des organisations qui sont plus petites, mais sont également là, sont concernés, hein, pardon. Donc, on est dans le secteur industriel particulièrement, okay, celui de l'exploitation des ressources naturelles, mais c'est un modèle qui s'adapte, qui est applicable ailleurs. Il ne faut pas oublier hein, que la population autochtone, c'est une démographie qui est en train d'exploser. Hein. On dit qu'il y a 50% de la population autochtone qui a moins de 25 ans. Donc, c'est une, comme M. Bello nous le disait d'entrée de jeu, hein, c'est une main-d'œuvre qui est en émergence aussi, puis qui va être de plus en plus disponible. Donc, c'est une valeur ajoutée pour les organisations. Déjà parce que c'est des gens compétents, qui connaissent le territoire, mais qui peuvent nous apporter énormément. Donc, on a tous à gagner de trouver des façons de les insérer. Et notre modèle, c'est ça. Donc, cela dit, mais encore, hein, les travailleurs autochtones ont besoin de soutien. C'est pas parce qu'ils sont moins compétents, c'est juste parce qu'ils partent d'un endroit qui va être différent. Donc, on peut penser, par exemple, qu'ils vont moins connaître les caractéristiques de l'organisation du travail comme nous, on la connaît, par exemple. Et ça, ben, ils font face à différents enjeux également. C'est dans ce sens-là qu'il va falloir aborder la question avec un modèle. Les enjeux peuvent être culturels, interculturels, sont beaucoup relationnels aussi dans les organisations. Donc, ça constitue un défi, je vous dirais, pour les employeurs, parce qu'ils manquent de connaissances souvent sur la façon là, de soutenir ces travailleurs autochtones. C'est ce que le modèle vise à pallier là, aujourd'hui qu'on vous présente. Donc, l'objectif, c'est ça, hein, c'est de trouver des stratégies, je vous dirais, des stratégies, des pratiques, là, d'insister sur l'importance aussi d'adapter ces stratégies-là à chacune des personnes. Donc, on veut motiver et mobiliser les travailleurs. L'idée aussi, c'est de renouveler nos pratiques. Puis je vais vous le dire aussi qu'on va arriver dans le modèle. On veut renforcer nos pratiques d'insertion, mais aussi souvent les renouveler, les changer, les adapter. Je vous dirais très rapidement que le modèle en tant que tel est basé là, sur une combinaison de données autant pratiques que théoriques. D'abord, pratique parce que c'est des expériences. C'est mes expériences, c'est l'expérience aussi des partenaires, des collaborateurs qui ont travaillé avec nous, dont l'INMQ et la CDRH-PMQ. Donc, ils ont eu différents rôles là, dans tout ce processus-là, notamment de nous annoter, de vérifier, de valider les contenus du modèle. Donc, c'est aussi pratique parce que je dirais que l'ensemble est basé sur la recherche. Hein. Donc, on a interviewé, je vous dirais, environ 160 personnes pour comprendre un peu mieux la situation. Et parmi ces 160 personnes-là, on avait le tiers qui était exactement des travailleurs autochtones. Donc, une bonne idée là, du modèle. Là, je sais que vous ne pouvez plus et que vous êtes impatient de le voir. Donc, le voici, hein, notre modèle, qui est finalement très simple. L'idée, c'est de partir avec 4 dimensions. Donc, déjà, de planifier, puis je vais vous en parler un petit peu plus. On veut sécuriser, on veut accompagner notre personne et on veut la former. La formation va être vue plus en profondeur par Alexandre tout à l'heure. Donc, avant de commencer, et c'est vrai pour toutes les dimensions, je vous dirais, là, c'est vraiment de focaliser sur des rôles et des responsabilités qui vont être partagés par
tous. C'est pas l'objet seulement d'une personne, l'insertion sociale et professionnelle de ces travailleurs-là. C'est un travail d'équipe et qui doit être fait par autant les travailleurs autour de la personne qu'au niveau hiérarchique. D'ailleurs, et si on commence avec la planification, et je me mets ici, donc, être bien préparé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire de ne pas improviser. L'idée, c'est d'éviter des décisions qui seraient précipitées, par exemple, ou des actions trop spontanées, pas réfléchies en amont. Il y a des choses qui doivent être réfléchies vraiment de façon plus importante. On parlait des responsabilités tout à l'heure, mais on veut savoir c'est quoi les actions concrètes qu'on va devoir poser. On veut savoir qui fait quoi, dans quel ordre. On veut prévoir les bonnes ressources. Il y a aussi une logique d'organisation de ces ressources-là. Puis quand on parle de ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières, on parle des ressources humaines, beaucoup ici, et matérielles. Donc, c'est de prévoir des alternatives, encore une fois. C'est important aussi là, de déterminer une vision commune entre tout le monde, du projet professionnel de la personne. Parce que le projet professionnel, puis on en parle aussi, ça concerne le travailleur, mais ça concerne aussi autour de lui. Et ça nous amène aussi dans des principes de base. C'est-à-dire que il faut prévoir avant, pendant et après l'embauche du travailleur des actions. Et ça, c'est de ne pas le laisser au hasard. Il faut se donner des lignes directrices aussi comme personne autour du travailleur qui est en train de s'insérer. On parle souvent aussi de travailler en amont, donc avant l'entrée en poste, c'est une étape en fait qui est souvent escamotée. L'idée, c'est de le réfléchir puis d'impliquer tout le monde autour du travailleur. On peut impliquer sa famille, on peut impliquer la communauté. On voit aussi qu'il y a des possibilités de rencontrer des organismes autochtones qui sont là également pour aider à l'insertion du travailleur. Donc, je dirais qu'un départ qui est bien préparé a toujours beaucoup plus de chances de réussir. On s'en va ensuite, je dirais, vers des stratégies de planification un peu plus précisément. On ne planifie pas seul. Il faut travailler avec le travailleur. On a besoin aussi de beaucoup de flexibilité dans ce sens-là. Donc, on va demander de quelle façon on peut impliquer, de quelle façon la personne peut vouloir s'impliquer. C'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes. La planification tourne autour de la personne. Ça ne se fait pas tout seul de son côté et surtout pas de la même façon dont on insère d'autres employés. Il y a des particularités, notamment culturelles, dont il faut tenir compte absolument. Donc, on va lui demander aussi c'est quoi ses objectifs de son projet professionnel. Il faut clairement démontrer une ouverture, et une ouverture à la différence, je vous dirais, puis être prêt à faire des changements. Et bon, c'est sûr que des fois, ça peut avoir l'air un petit peu instable, on peut avoir l'impression de flottement, mais je vous dirais aussi que parfois, de se désorganiser, ça peut nous aider à se réorganiser d'une nouvelle façon. Allons vers la sécurisation culturelle. Il ne faut pas que je parle trop parce que sinon, Alexandre, il va me dire que je suis tannante. Donc, voilà, ici, on est sur la sécurisation culturelle. D'abord, la sécurisation culturelle, qu'est-ce que c'est? On en parle, c'est de prendre soin, c'est de soutenir, c'est de se préoccuper de l'autre. Donc, il faut montrer aussi beaucoup de respect, d'inclusion. Il y a une question de protection d'identité culturelle aussi. Et ça, il faut se rappeler qu'historiquement, ça n'a pas été fait. Donc, on a des personnes qui sont plus fragiles à ça. Et il faut stimuler finalement la fierté d'être autochtone également. Et ça, il faut que ça apparaisse dans l'organisation. Donc, il y a une attitude aussi de collaboration. Il faut penser à un rapport qui est égalitaire, travailler là, sur les rapports entre le chef d'équipe, par exemple, ou même le cadre de maîtrise. Donc, on travaille sur cette relation-là. Oui, elle est hiérarchique, mais il faut minimiser finalement le rapport de pouvoir entre les personnes. Ce qui ne veut pas dire d'enlever la hiérarchie simplement. Donc, on va axer sur le dialogue, sur l'échange, sur la relation, mais aussi d'une façon critique, on va venir revoir nos actions puis les réfléchir, autant pour prendre l'expérience pour d'autres personnes qui pourraient vouloir être insérées, mais aussi pour corriger le tir en cours de route. Donc, des principes de base, il a fallu faire un choix encore. Je vous dirais qu'une des principales, selon moi, là, c'est de s'assurer du suivi, mais surtout du soutien de la haute direction. La haute direction doit donner des grandes orientations stratégiques à tous parce que ça part de là aussi. Il faut que le message soit clair et il faut aussi qu'elle se donne les moyens de faire cette différence-là. On va développer en deuxième des compétences qui sont culturelles, des compétences qui sont interculturelles. C'est fondamental. Comme compétences culturelles, là, ici, on peut simplement comprendre sa propre culture, comprendre les biais auxquels on s'expose,
comprendre qu'est-ce qui peut bloquer dans une relation aussi en fonction de la différence culturelle que moi j'ai avec l'autre. Et on arrive aussi dans la compétence interculturelle qu'on parle de ça, là, et donc c'est de poser un regard critique aussi autant sur les caractéristiques de sa culture que sur celle de l'autre, de comprendre ce qui est en commun et ce qui est différent. Et tolérer peut-être l'incertitude ou l'ambiguïté dans les relations. Mais une des principales compétences interculturelles, c'est certainement l'écoute, de comprendre l'autre, de chercher à comprendre son besoin, mais aussi ses attentes dans son projet professionnel. Comme stratégie de planification, je vous dirais que, en fait, je vous proposerais la décentration culturelle. Hein? C'est-à-dire qu'on est capable, à ce moment-là, de se positionner en dehors de sa culture, puis de voir, puis de regarder l'autre en se plaçant dans sa perspective. Et puis aussi de focaliser, et là je vous dirais, de focaliser sur la création du sentiment d'appartenance. On veut que la personne se sente bien dans son travail, mais dans l'organisation complète, dans une mini-société finalement, une représentation d'une communauté de personnes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu également de, pas la planification, pas la sécurisation, mais bien l'accompagnement. Et là, j'essaye de tourner les diapos et on est à 1 et on est à 2. Et ça... Donc, je vais vous parler d'accompagnement sans la diapo. Alexandre, peut-être peux-tu m'aider à tourner les diapos? Et moi, pendant ce temps-là, je vous parle d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que c'est l'accompagnement dans un cadre comme celui-là? C'est d'abord de servir de guide, de devenir un allié de la personne. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de fournir un cadre, des repères, mais sans nécessairement diriger la personne. La personne va se diriger elle-même. Hein. Donc, on va essayer aussi, quand on parlait de relations hiérarchiques tout à l'heure, de faire attention avec ça. On veut élaborer puis on veut atteindre ensemble des objectifs. Enfin, c'est ça l'idée de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est aussi... Bon, il y a certains principes, je dirais des stratégies aussi là, que j'ai notées ici, mais on parle d'avoir déjà une bonne intention. Okay? Faut avoir une vraie intention, je vais le dire comme ça. On ne peut pas insérer pour insérer. On n'est pas en train d'accompagner pour accompagner. On a aussi un objectif. Donc, on va avoir une volonté réelle d'apporter ces changements-là pour la personne. On va être disponible. Mais comme je le disais tout à l'heure aussi, il va y avoir des stratégies qui vont venir d'en haut également, puis qui vont être claires et nettes, notamment en matière de, oui, on veut, mais si on veut, il faut prévoir les ressources financières aussi. Il faut prévoir ça dans notre budget parce que ça peut avoir des coûts également d'insérer des personnes d'une façon différente. On veut planifier aussi la rédaction, par exemple, de notre plan de progression. Notre personne peut commencer tranquillement, on peut faire des accommodements en termes d'horaire, par exemple. Le plan de progression, c'est aussi là, de voir, bon, par exemple, au début, on va s'ajuster au temps, on va s'ajuster à l'environnement physique, à la culture de l'organisation. Puis la culture de l'organisation, c'est assez particulier dans des grandes entreprises aussi qui peuvent être syndiquées. Donc, on a également là, cette façon-là de voir l'organisation pour la personne, mais aussi les cultures de métier. Donc, on est en train aussi, quand on arrive dans une nouvelle organisation, de s'approprier et d'apprivoiser, je vous dirais, son métier. Donc, ça va être important de planifier ça également. Donc, on va focaliser, je vous dirais, sur les compétences transversales de ces travailleurs-là, mais aussi des autres travailleurs qui travaillent avec lui. Donc, compétences transversales, c'est vraiment la capacité d'organisation, par exemple. Là, je vous donne vraiment des exemples, la gestion de soi, la gestion du stress, de la maîtrise de ses émotions aussi, mais par exemple, la participation simple à la dynamique de l'équipe. Donc, on veut travailler avec des outils qui vont être adaptés aux cultures et individualisés. Ça veut dire que c'est des outils qui vont être pertinents culturellement, qu'on va être capable d'appliquer aussi dans les médias. Possibilité de répéter ça dans le temps également pour donner une certaine routine. Puis, on va baser ça sur des expériences antérieures quand même. On peut aussi jumeler là, des employés qui sont autochtones antérieurs et le jumeler avec les personnes qui sont là. Servir de mentor, mais surtout beaucoup de servir de modèle. On n'oublie pas que nos personnes autochtones, souvent, elles n'ont pas eu ces modèles-là dans l'organisation ou en communauté, je veux dire. Donc, en arrivant dans l'organisation, il faut qu'elles se sentent capables et d'avoir un modèle, ça peut aider. Donc voilà, je vous dirais qu'en termes d'accompagnement, il y a encore plein de principes et de stratégies, mais je vais passer la parole à mon collègue Alexandre qui va vous parler de formation. On t'écoute, Alexandre. Merci Émilie. Bonjour à tout le monde. Je vous parle ici là de la merveilleuse région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et moi, je vais continuer là à la suite d'Émilie avec
la quatrième dimension qui est formée dans la formation. Il y a un petit plan là qu'on a préparé. Quand on parle de former, ben, c'est former à des compétences. Fait que je vais parler d'abord des familles de compétences. Bien sûr, quand on parle de formation, il y a des acteurs, c'est qui est impliqué, puis c'est quoi la qualité des formateurs, quelques qualités, là, les facteurs liés à l'apprentissage. Tout ça, c'est toujours dans le contexte, bien sûr, autochtone. Et puis le cycle d'apprentissage aussi des travailleurs autochtones. Les familles de compétences, Émilie en a parlé un peu tantôt, il y en a deux grandes catégories ici dans ce contexte. Les compétences transversales, dont elle en a parlé également, qui ici vraiment accompagnent au niveau de l'insertion sociale. Et il y a aussi les compétences techniques. Vous voyez dans la diapo, là, un des exemples, c'est ici, ce sont les compétences interculturelles. Et maintenant, au niveau des compétences techniques, ici, on parle vraiment des compétences liées à la réalisation de ces tâches. Bien, une fois qu'on a les compétences, ça dit qu'on parle de formation, on parle des compétences, mais c'est qui les acteurs impliqués? Bon, ben, les acteurs impliqués dans le processus de formation ici, on regarde, il y a deux catégories, une fois de plus, il y a les personnes à former, ce qu'on appelle les apprenantes souvent, là, les apprenants, et puis les personnes qui forment, souvent les formateurs, formatrices. Donc, au niveau des personnes à former, ici, on a deux catégories encore, parce qu'il y en a qui vont être formés aux compétences transversales. Et là, les personnes à former, en fait, c'est l'ensemble de l'organisation. Je pense, Émilie l'a redit, là, ça touche l'ensemble de l'organisation. Et maintenant, au niveau des compétences techniques, bah, bien évidemment, ça va être les travailleurs autochtones eux-mêmes, parce que c'est lié à la réalisation de leurs tâches. Et c'est important ici là de citer ici la CDRH-PNQ qui dit que afin d'aplanir les barrières culturelles auxquelles font face les citoyens des Premières Nations, il est souhaitable que les entreprises acquièrent des connaissances de la culture de l'employé autochtone pour ainsi renforcer l'efficacité de la gestion de leurs ressources humaines. Ben, ce qui nous amène ici, les personnes qui forment, c'est qui forme? Ben, idéalement, c'est un travail en duo. Parce qu'on ne peut pas s'improviser formateur dans un contexte autochtone. On peut avoir des compétences, on peut connaître la pédagogie, mais on ne peut pas s'improviser formateur dans ce contexte-là. Fait que, idéalement, en duo, c'est-à-dire quelqu'un qui est autochtone, qui peut former, notamment au niveau des compétences interculturelles, puis une personne qui est plus spécialisée au niveau des compétences techniques. Mais quand on n'est que des organisations, ça peut être, on n'a pas la même réalité. Donc, on peut faire appel à des experts externes qui vraiment connaissent le contexte, l'histoire et tout ce qui va avec pour former aux compétences interculturelles et avoir à côté le mentor qui va former aux compétences techniques. Les qualités du formateur, ici, il y en a quelques-unes, là, tout ça c'est écrit dans un livre, fait qu'il a fallu choisir un peu 3-4 éléments. Avoir une bonne connaissance des réalités des perspectives autochtones, évidemment. Avoir de l'expérience avec des travailleurs autochtones, bien sûr. Et avoir de l'expérience portant sur les relations interculturelles, j'en parlais tantôt. Et puis posséder des connaissances et des compétences sur l'industrie concernée, parce que chaque industrie a sa réalité. Les facteurs liés à l'apprentissage, là, vous voyez, c'est INMQ. Ça fait partie des travaux qui avaient été effectués par l'Institut là, au niveau de la sécurisation culturelle et qui sont repris un peu dans le livre au niveau de la formation. Et il y a comme 7 facteurs qui sont liés à l'apprentissage dans un contexte autochtone. Je ne vais pas vous les lire, je ne vais pas vous les citer ici, mais vous pouvez les voir là dans les publications de l'Institut qui, au niveau de la sécurisation culturelle dans le secteur, dans le niveau de la formation là, des Autochtones. Et puis, c'est en ligne, c'est gratuit même. Un élément, cependant, dont je vais parler ici, c'est l'apprentissage est fondé sur l'expérience. Donc, ça, c'est important d'y penser. Là, c'est vraiment basé sur l'observation et la pratique visant la reproduction des comportements adoptés dont par les membres de la famille. Fait que ça, c'est un des éléments. Puis un autre élément sur lequel je peux aussi m'arrêter, c'est que l'apprentissage est une activité collective. C'est-à-dire qu'il y a toute la communauté, là, les membres de l'entourage de l'apprenant ici ont un rôle à jouer dans l'apprentissage. Donc, il faut tenir en compte cela. Bon, après ça, là, c'est revenu. Voyons. OK, avance. Voyons, il est revenu encore. Bon, le cycle d'apprentissage. Ici, dans le livre, en fait, on parle ici d'un cycle
qui aide, ça favorise vraiment la création d'un climat de confiance et l'apprentissage des travailleurs autochtones. Ça aide ici l'organisation parce que si vous comprenez, si vous connaissez ce cycle-là, ben vous pouvez mieux pallier à certaines difficultés. Vous pouvez mieux cerner les difficultés. Par exemple, l'adéquation entre le mode d'enseignement que vous allez utiliser par rapport au mode d'apprentissage. Vous connaissez un peu le cycle d'apprentissage du travailleur, fait que vous connaissez comment adapter, à faire une adéquation avec votre mode d'enseignement. L'apprentissage des concepts abstraits, j'en ai parlé tantôt, c'est plus déjà lié à l'expérience, à ce qu'ils voient, à la reproduction de ce qu'ils voient. Des connaissances et une expérience industrielle moins grande. Émilie l'a dit au début, on ne part pas du même point. Fait que je ne vais pas parler de toutes les 7 étapes, là, mais ça aide en ce sens-là les organisations, de savoir qu'il y a ce cycle d'apprentissage-là qui n'est pas pareil. Maintenant, avant de laisser Émilie conclure, j'ai 2 dernières diapos. C'était important cette citation-là qui dit que de la CDRH-PNQ, qui dit que la formation est un grand facteur de rétention des employés. Il s'agit d'une occasion pour ces derniers de se perfectionner et d'obtenir le soutien nécessaire à la progression de leurs fonctions. En plus de contribuer grandement à leur motivation, offrir de la formation témoigne de l'importance que l'entreprise accorde au développement de son personnel. Ce n'est pas seulement eux qui le disent, là. Si vous regardez le diagnostic sectoriel de l'industrie minière effectué par le CSMO Mines, je pense que c'est publié l'année passée, c'est similaire aussi, c'est un constat similaire. Et si vous regardez le portrait de la formation dispensée par les entreprises minières à leur personnel effectué par l'Institut national des mines, on voit que les entreprises minières investissent vraiment bien au-delà du pourcentage demandé par la loi au niveau de la formation de leur personnel. Dernière diapo avant de laisser Émilie conclure ici. Dans le livre, il est question aussi d'un diagnostic vraiment pour chacune des dimensions. Question juste d'avoir une idée là. C'est pour vous donner une idée à vous-même. C'est un auto-diagnostic, une idée à vous-même un peu de où est-ce que vous êtes rendu, des actions que vous avez déjà, qui ont déjà été mises en place dans votre organisation parce que tout le monde ne part pas du même point non plus. Et puis des efforts déjà consentis ainsi que de ceux à investir pour aller vers là où vous voulez, pour atteindre vos objectifs sur ce volet-là. Donc là-dessus, je vais laisser Émilie... voyons, ça rentre. OK, je vais laisser Émilie conclure la dernière diapo. Merci, Alexandre. En fait, oui, comment on peut optimiser? C'est un peu ça que tu nous dis avec le diagnostic, par exemple, c'est de savoir où on est et de voir comment on peut se rendre plus loin ou dans un endroit différent. Hein, c'est ça aussi qui est la question. Donc, j'espère qu'avec ce modèle-là, on a réussi à donner... je dirais, susciter votre intérêt, oui, votre curiosité, mais de penser qu'il faut renouveler les pratiques. Des fois, c'est de ne pas toujours faire la même chose. Ici, je vous ai mis, on vous a mis la page couverture là, du livre qui va être bientôt disponible. Là, en étant ici avec nous, on va avoir vos adresses de courriel, on pourra vous envoyer l'information pour la sortie. Mais vous voyez ici, là, je vais focaliser sur nos partenaires en terminant pour les remercier également, parce qu'en plus de la CDRH-PNQ et de l'Institut national des mines, on a aussi différents joueurs du terrain. Donc, on avait plusieurs minières avec nous qui nous ont accompagnés. On a aussi Lucat, évidemment, puis Hydro-Québec. Donc, on est dans un secteur plutôt industriel. Donc, voilà. Ça met fin, je vous dirais, à ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Hein, parmi les choix qu'on a été obligé de faire, là, des fois, on se demande exactement sur quoi on veut focaliser, mais de garder en tête finalement que ces 4 étapes-là, ces 4 dimensions-là peuvent être faites aussi, non pas nécessairement de façon linéaire. Hein, on peut prendre aussi chacune des étapes, on peut prendre ce qui nous plaît ou ce qui nous convient dans chacune des dimensions et optimiser finalement notre façon d'insérer nos travailleurs autochtones dans l'organisation, professionnellement, mais aussi dans un aspect social.